France présidentielle 2022, Emmanuel Macron, le grand favori. Notre invité est Louis Magloire Kemayou, il est journaliste et écrivain. C'est un plaisir de vous retrouver ici. C'est un plaisir également d'être sur le plateau de New World. Vous allez bien? Ça va. Si le président sortant apparaît toujours comme le grand favori, il baisse dans les intentions de vote. La candidate du Rassemblement national et celui de la France insoumise continuent de leur côté leur progression d'après la dernière enquête d'opinion. À quelques jours des élections présidentielles en France, Louis Magloire Kemayou, on va un peu parler des candidats. Comment ça va la campagne? Non, c'est vrai que c'est une campagne très incertaine qui se fait dans un contexte quand même assez spécial, qui est celui d'une grande crise internationale. On ne va pas remonter à ce qui s'est passé, la crise des missiles entre Cuba et les États-Unis à la fin des années 60, mais on est à peu près dans le même contexte, c'est-à-dire que c'est une guerre froide qui s'est beaucoup réchauffée entre la Russie et les pays de l'OTAN, à travers l'Ukraine où aujourd'hui la guerre se déroule. Et donc par rapport à cela, le président sortant a une certaine prime d'expérience et de solennité qui lui permettent dans une moindre mesure, en plus il est le président actuellement de l'Europe, cela lui donne un certain avantage par rapport à ses autres concurrents qui ne peuvent pas l'attaquer frontalement sur beaucoup de dossiers. Et donc pour cette raison-là, on peut penser que Emmanuel Macron est promis à une réélection à la tête de la France, mais ça reste très difficile aujourd'hui à déterminer parce que non seulement ceux qui ont promis qu'ils vont aller voter dans les sondages n'ont pas encore choisi de façon définitive leur candidat, mais il reste beaucoup de personnes qui ne savent pas encore s'ils iront voter ou pas. Donc ça fait beaucoup d'incertitudes pour que l'on puisse aujourd'hui dire avec assurance qu'Emmanuel Macron sera réélu ou qu'il ne sera pas réélu. Incertitude, selon les sondages, on le voit devant et derrière lui, on a Madame Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est-à-dire que quelque part, les extrêmes, comme on dit, se rejoignent. Vous avez l'extrême gauche d'un côté avec M. Mélenchon, et puis de l'autre côté, l'extrême droite avec Marine Le Pen. Même si les deux ne sont pas très à l'aise avec ces appellations, c'est un fait. Ils sont situés sur l'échiquier politique à ces extrêmes-là. Ils se rejoignent parce que le vrai problème aujourd'hui en France, ce n'est plus celui de savoir si on est à droite ou à gauche. Les droites et les gauches se sont confondus dans les discours, parce que vous avez la droite chrétienne, vous avez les chrétiens, les gens de gauche qui sont passés au centre gauche ou au centre droit, et donc finalement il y a une espèce de porosité entre les différentes tendances, et cette tendance se retrouve également chez les extrêmes. Et comme la situation économique est moins reluisante qu'il y a plusieurs années, le débat porte sur des questions sociales qui sont celles non seulement du pouvoir d'achat, mais également de l'immigration. Et c'est pour ça que ces extrêmes-là se rejoignent et que leurs candidats sont aussi hauts dans les sondages. Le débat déjà de ces trois candidats nous intéresse. D'abord, le débat du président Macron, celui de Madame Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qu'ils portent en tant que débat ? Je ne sais pas si cela intéresse entièrement les Africains par rapport à la position qu'ils peuvent avoir en France ou sur la scène internationale en dehors du continent africain. Mais une chose est certaine, c'est que de mon point de vue d'Africain, de mon point de vue d'observateur africain, cela n'aura pas une grande différence d'avoir Emmanuel Macron, Mélenchon ou bien Marine Le Pen. Ça ne fera pas une très grande différence sur le plan de la politique internationale et de la politique africaine en l'occurrence, parce que tous s'alignent à peu près sur les positions du Front National depuis de nombreuses années. Si des tours de vis ont été donnés par rapport à la politique migratoire de la France, c'est par rapport aux idées du Front National. Si également au niveau des règles de travail et d'accueil des étrangers, les choses se durcissent, c'est également par rapport à la montée que l'on prête au Front National. Ces candidats se sont retrouvés systématiquement depuis 2002 au second tour de toutes les élections présidentielles en France. Donc quelque part, c'est une voix qui compte aujourd'hui, et même si elle n'est pas au pouvoir, elle a réussi à durablement transformer l'électorat français, qui est traditionnellement à droite depuis la Ve République et qui n'a par moment vacillé du côté de la gauche que quand il y avait des accidents. Prenez en 1981 avec l'élection
de François Mitterrand, c'est parce qu'à droite, il y a un désaccord entre les grands leaders de la droite que finalement ça profite à François Mitterrand. Vous prenez l'élection également de François Hollande, c'est la même chose. Il y a de grands désaccords par rapport à Nicolas Sarkozy et c'est pourquoi la gauche l'emporte. Donc il y a cet électorat qui est traditionnellement à droite et puis à côté de ça, vous avez une situation sur la scène internationale aujourd'hui qui fait que la France ne mise plus beaucoup sur le continent africain par rapport à sa politique internationale. Elle se fait l'avocat défenseur de l'Afrique, le militaire qui protège l'Afrique, le banquier également qui gère la monnaie des pays africains, mais ça ne va pas plus loin que ça. Il y a une certaine forme de paternalisme convenu qui existe entre les pays africains et la France, qui font que pour moi, quel que soit le candidat qui l'emportera, la situation restera exactement la même. On aura un statu quo qui se prolongera. 11% d'intention de vote pour Éric Zemmour. On a vu ses sorties ces derniers temps. On parle de 10% pour Valérie Pécresse. Oui, ça prouve que la droite ne se contente plus d'être une droite traditionnelle. Elle est devenue une droite décomplexée et l'idée a été lancée par Nicolas Sarkozy il y a quelques années et je crois que le concept a beaucoup évolué et s'est même beaucoup durci avec le temps puisqu'il y a beaucoup de militants de la droite traditionnelle qui deviennent des transfuges et rejoignent aujourd'hui l'extrême droite. Donc ce n'est pas surprenant qu'un candidat comme Éric Zemmour, qu'on ne peut pas ouvertement taxer d'être de l'extrême droite nazie, rassemble beaucoup de gens qui avaient souvent honte d'assumer leur vote pour Jean-Marie Le Pen ou pour sa fille Marine Le Pen. Donc quelque part c'est un peu normal. Et de l'autre côté, on a une candidate Valérie Pécresse qui est probablement très bonne dans les débats, très bonne au niveau de la gestion des affaires en cabinet. C'est la présidente quand même de la région Île-de-France qui est la plus grande région d'Europe, mais qui aujourd'hui a du mal à donner du souffle à sa campagne et cela profite à un candidat comme Éric Zemmour qui arrive à rassembler une partie de la droite et de l'extrême droite française qui aujourd'hui ont gagné énormément de terrain. Quand on parle de la droite qui gagne du terrain, c'est pas une vue de l'esprit, c'est-à-dire que vous rassemblez les différentes voix des camps de droite, vous avez un pourcentage qui atteint pratiquement la moitié des personnes qui pourraient voter et ce n'est pas rien dans une élection présidentielle. On n'est pas surpris aussi des intentions de vote de Yannick Jadot, 7%. On parle de Fabien Roussel, 3,5%, mais on est peut-être surpris de la position de Anne Hidalgo, 2%. Il n'y a pas de quoi être surpris. Personnellement, l'effondrement du Parti socialiste a commencé en 2002 quand il n'est pas arrivé au second tour de l'élection présidentielle qui avait été remportée à l'époque par Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. Et depuis, le parti a eu beaucoup de mal à se reconstituer et quel que soit ce qui a pu se passer sur le plan idéologique, il y a un ressort qui s'est cassé. Et quand un ressort se casse, on le remplace. Et malheureusement, au sein du Parti socialiste, je n'ai pas l'impression qu'ils ont trouvé le ressort qui leur permettait de se réconcilier avec leurs électeurs. Et c'est pourquoi ces électeurs sont partis. La plupart aujourd'hui des électeurs qui constituaient le fonds de commerce du Parti socialiste sont allés à l'extrême droite parce que ce sont des travailleurs la plupart du temps, ce sont des gilets jaunes souvent et ces personnes-là ont des revendications qui peuvent par moments rejoindre celles que l'on retrouve dans la bouche d'un Éric Zemmour ou d'une Marine Le Pen par moment. Et donc ça fait qu'aujourd'hui le Parti socialiste qui s'est confondu un peu avec la droite mais qui n'a pas la légitimité de la droite pour parler des questions libérales se trouve en effondrement sur la scène politique. Je ne suis que moyennement surpris de cet effondrement. On voit donc lui Magloire Kemayou une ribambelle de candidatures face au président sortant Emmanuel Macron. À quel niveau la différence selon vous sera faite en faveur du président actuel? La différence se fera tout d'abord au niveau de la participation. C'est-à-dire s'il y a beaucoup de Français qui décident d'aller voter, cela pourra peut-être faire la différence. Depuis quelques années, on a un taux de participation aux élections qui n'arrête pas de s'effondrer. Les gens n'y croient plus. Ils se disent que quelle que soit la personne pour laquelle ils voteront, leur vie restera toujours la même ou la qualité de leur vie va même dépérir. Et donc, il y a un manque de confiance vis-à-vis de la classe politique qui n'est pas propre aux pays africains parce que souvent on a l'impression que c'est au niveau de l'Afrique que cela se passe, mais y compris au niveau du personnel politique dans les pays occidentaux. Et là, nous parlons de la France.
il y a cette situation de désintéressement de la vie politique qui est telle que les gens ne croient plus que la politique rendra leur vie meilleure. Et donc, si les gens vont voter, s'ils ont un sursaut pour aller voter, peut-être que ça changera quelque chose. Mais est-ce que ça changera en faveur d'Emmanuel Macron, en faveur de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen, voire de Éric Zemmour? Pour l'instant, c'est très difficile de le dire, parce que leurs électeurs, par moment, même s'ils les soutiennent, et on l'a vu lors des régionales en France, Marine Le Pen était à la tête du Rassemblement national, et le Rassemblement national était le parti le plus présent, le plus soutenu dans ces élections-là. Malheureusement, les électeurs ne sont pas allés dans les urnes, et quand on ne joue pas, quand on ne parie pas, il y a peu de chances qu'on gagne. Donc, il fallait que les candidats, les électeurs aillent jusqu'au bout dans le soutien qu'ils apportent à leurs candidats. Malheureusement, cela ne s'est pas passé. Espérons qu'avec les derniers meetings, avec les dernières séances de tractage pour distribuer et motiver les électeurs, ils iront finalement, et que cela pourra permettre d'avoir un président élu sans contestation aucune, parce que l'élection d'Emmanuel Macron reste quand même un peu contestée, puisque c'est à peu près 15% de ceux qui se sont déplacés, qui ont voté pour lui accorder la majorité qui a été la sienne. J'espère qu'on aura un peu plus que cela lors de la prochaine élection qui arrive. Quand on entend les discours, Lumagloa Kimayou, on voit également les candidatures. Si on retrouve le président Emmanuel Macron et Madame Le Pen au second tour, qui, selon vous, peut gagner? J'aimerais lire dans la mare de café, mais je ne peux pas le faire pour l'instant. Je pense néanmoins qu'il serait difficile pour certains Français d'élire Marine Le Pen à un second tour. Pas seulement parce que c'est une femme, mais aussi parce que la France ne voudrait pas donner l'image d'un pays dont l'extrême droite arrive au pouvoir. Pour cette raison-là, certaines personnes ne voudront pas voter pour Marine Le Pen au second tour. C'est quelque chose qu'on a vu en 2002 et c'est quelque chose qui s'est poursuivi pendant toutes les autres élections qu'il y a eu jusqu'à présent. D'autre part, vous avez quand même un phénomène qui s'est produit et qui est cette division, ce siphonnage des voix du Rassemblement national que dirige Marine Le Pen et qui pourrait faire que des candidats comme Éric Zemmour ou d'autres qui auraient voté pour elle pourrait éventuellement, en cas de second tour, vu la réserve de voix qu'il lui apporterait, la porter à la tête du pays. Donc, ça reste très indécis, mais je suis quand même tenté de croire qu'en France, cette idée d'avoir un cordon sanitaire autour du siège présidentiel pour ne pas permettre aux extrêmes, que ce soit les extrêmes de gauche ou de droite, d'arriver au pouvoir, continuera de fonctionner. Alors, on va plus parler du président Macron. On a vu la question des gilets jaunes, il y a eu la crise sanitaire, la crise actuelle ou bien la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Vous pensez que tout cela peut jouer en défaveur du président actuel? Non, je crois que ça joue plutôt en sa faveur. C'est-à-dire que quand on est président et qu'on est face à une crise internationale comme celle à laquelle nous assistons actuellement, généralement on donne la prime aux sortants. Et la prime au sortant profiterait plutôt à Emmanuel Macron. Mais il n'y a pas que ça. Il y a eu d'autres événements qui se sont produits. Il y a eu l'affaire Benalla, qu'on a peut-être oublié, mais qui a quand même durablement marqué les choses. Il y a la crise dans le Sahel, avec les soldats français qui sont morts, avec la rupture des relations diplomatiques par rapport au Mali, avec les soldats français qui ont été attaqués dans leur convoi quand ils traversaient certains pays. Il y a toutes ces choses-là qu'il faut mettre en ligne de compte, et je crois que ça ne se limitera pas uniquement à la question de l'Ukraine, même si c'est la question sur le plan international aujourd'hui qui fait le plus parler pendant cette campagne pour l'élection présidentielle en France. Sur la question de l'Ukraine, vous pensez véritablement qu'il fait la différence par rapport aux autres candidats? On a vu la sortie de Éric Zemmour qui a juré que la Russie ne va jamais attaquer l'Ukraine, par exemple. Non, je pense que ce n'est pas suffisant parce que dans cette guerre-là, celui qui donne le tempo et qui continuera de donner le tempo, ce sont les États-Unis. Les États-Unis sont les patrons de l'OTAN. C'est le parapluie militaire qui assure la défense des pays européens depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les contributions restent très faibles. L'Allemagne a relevé sa contribution, mais ça ne fait pas 5%. On est encore aux alentours de 2%, ce qui n'est pas très important. Et la plupart des autres pays au sein de l'OTAN contribuent encore moins
que l'Allemagne. Donc c'est un conglomérat de pays autour des États-Unis qui doivent tout aux États-Unis. Si les États-Unis ne donnent pas le là, il ne se passera rien. Mais sur le plan intérieur, de politique intérieure, peut-être que la position d'Emmanuel Macron en tant non seulement que président en exercice de la France, mais président également qui assure la présidence tournante de l'Europe, peut-être que cela lui donnera un peu plus de légitimité aux yeux de certains électeurs, mais je crois que ce n'est pas le sujet majeur qui fera basculer l'élection présidentielle en faveur de l'un ou de l'autre des candidats qui sont en course actuellement. Le Magloire Kemayou, vous connaissez très bien la France sous le président Macron. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je crois que ce qui a le plus marché dans un premier temps, ça a été ce vent de sympathie qu'il a suscité. C'est-à-dire le fait de renvoyer dos à dos la gauche et la droite et cette fameuse politique en même temps a marché pendant un certain temps. Mais ça a commencé à dérailler. Le grain de sable qui est venu faire dérailler tout cela a d'abord été l'affaire Benalla. Ensuite, il y a eu la crise des Gilets jaunes qui ont toutes les deux été très mal gérées par Emmanuel Macron. Moi, je crois que pendant toute la période qui a précédé et l'affaire Benalla et la crise dans le Sahel jusqu'à présent, et ainsi que les Gilets jaunes, il s'en était plutôt bien sorti. Il se présentait comme le président le plus légitime de l'Union européenne et voire sur la scène internationale le principal rival des États-Unis pour reconfigurer l'Europe. L'Europe était pour lui l'horizon. Il fallait arriver à redonner une chance à l'Europe sur la scène nationale française, parce que rappelez-vous, pendant le référendum sur Maastricht, il y avait eu, c'était à touche-touche entre le oui et le non. Après, il y a eu cette fameuse consultation pour faire dans laquelle il fallait faire une constitution européenne, et là aussi le non l'avait emporté. Donc les rapports entre les populations françaises et l'Europe semblaient plutôt mal embarqués. Et donc Emmanuel Macron incarnait cette espèce d'espoir de relancer l'amour de l'Europe au niveau de la France. Et malheureusement, je crois que ça a un peu de plomb dans l'aile, même s'il termine sa présidence en étant président tournant de l'Union européenne. Les derniers moments de campagne, selon vous, qu'est-ce que ces candidats peuvent dire ou apporter à leur état-major? Leurs états-majors vont être très attentifs parce que c'est souvent lors de ces derniers moments de campagne-là que les gens se décident. Il suffit d'un petit rien pour que la machine déraille. Rappelez-vous l'élection entre Lionel Jospin et Jacques Chirac. Il a suffi de 2 événements. Le premier, c'est une conversation tout à fait informelle dans un avion dans lequel Lionel Jospin disait que Jacques Chirac est fatigué, qu'il est usé et fatigué, et cela a été repris. Ça n'a pas joué en sa faveur. Puis il y a eu la question du petit vieux, pardon de l'appeler ainsi, mais du petit vieux qui s'était fait agresser et dont la maison avait été brûlée et qui avait remis les questions sécuritaires au centre du débat pendant cette élection. Et vu que la plupart des électeurs en France ont l'impression que la droite est beaucoup plus légitime que la gauche pour gérer les questions de sécurité, cela avait fait basculer, ces 2 événements combinés avaient fait basculer l'élection en faveur de Jacques Chirac. Et donc Lionel Jospin ne s'est pas retrouvé au second tour. Et peut-être que cette année-ci, on aura d'autres sujets, un attentat ou autre chose dans cet esprit-là, qui renforcera le président sortant ou qui ira à son détriment. C'est difficile de prédire à l'heure qu'il est les éléments que les équipes de campagne ou que les candidats eux-mêmes, les ingrédients qu'ils utiliseront pour faire la différence dans le dernier virage. Le président candidat est toujours très largement favori, mais il est en baisse notable, il faut le souligner. Vous pensez que cela peut donner du grain à moudre à ses partisans qui l'ont poussé à descendre dans l'arène, lui qui était un peu en retrait? Non, je crois qu'ils n'ont pas les yeux. Même s'ils sont contents quand les chiffres sont bons, ils ne restent pas uniquement focalisés sur ce que disent les sondages d'opinion, parce que les sondages d'opinion, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Ce qui compte, c'est d'être sur le terrain et de l'occuper utilement. Donc, ils vont multiplier les assauts vis-à-vis des électeurs. Ils vont multiplier également les arguments pour rester le plus près possible des préoccupations de l'ensemble des Français. Et c'est ça qui fera la différence. Moi, je crois qu'au niveau des sondages d'opinion, ce sont des photographies, des instantanés qui valent ce qu'ils valent. Mais ce qui compte le plus, c'est arriver à rester collé aux préoccupations des gens et y apporter surtout des réponses qui les convainquent. Quand vous remplissez ces 2 conditions, il y a de fortes chances que vous soyez devant.
dans les sondages. Et Est-ce que surtout au oui. soir de la proclamation des résultats. Est-ce que sa présidence au niveau de l'Union européenne peut aussi peser en sa faveur? Les gens ne regardent pas cela. Ce que les gens regardent aujourd'hui, c'est leur pouvoir d'achat, c'est le confort que cela peut leur apporter et l'éventuel changement que ça peut apporter dans leurs conditions. L'Europe, c'est beaucoup trop loin pour la plupart des électeurs. Vous pensez à une surprise au soir des élections en France? Non, la surprise, ce serait peut-être que Emmanuel Macron ne se retrouve pas au second tour ou qu'on ait un second tour avec uniquement des candidats de droite qui s'y retrouvent. Mais je pense qu'il n'y aura pas de très très grosses certitudes, de très grosses surprises au terme de cette élection. Je crois que la plupart des gens, même s'ils n'ont pas encore choisi leur candidat, vont voter de façon traditionnelle comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Et même si au début, je disais qu'il y a la prime au sortant qui n'est pas toujours acquise, il y a de fortes chances quand même qu'Emmanuel Macron l'emporte le soir de la proclamation des résultats. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau, Liu Magola Kemayou. Plaisir partagé. Merci beaucoup à vous. On marque la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour Regard croisé.